La mienté, j'espère que vous allez bien. Le printemps est là, l'été bientôt. Il commence à faire chaud. Je vous ai parlé tout le mois de mai et depuis le mois de juin de sujets graves. J'essaye de rendre tout cela pas juste violon. J'essaye de découper, de parler de mon histoire, de cette histoire, de ces affaires Fotso qui me concernent intimement et qui ont aussi tout à voir avec mon handicap. J'essaye de la raconter. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne la comprennent pas, qui ne sont pas camerounais ou même bandjoun, qui regardent cela avec un regard extérieur, surpris, et qui se disent mais de quoi elle parle et qui, peut-être en lisant les commentaires, en regardant cette hystérie ou cette indifférence comme ça, qui n'en est pas une, mais dont le but est de tuer le sujet et de faire en sorte que on n'en parle jamais. Donc, exercice périlleux où il faut dire les choses, il faut les raconter, mais il faut essayer autant que possible de faire que ces épisodes soient regardables. Donc, on peut aller comme ça fort, on peut parfois rater sa cible, on peut essayer de lier tout cela à l'actualité, on peut faire beaucoup de commentaires. On essaye de faire autant que possible des commentaires et les commentaires les plus négatifs sont camerounais, toujours africains ou camerounais qui vont dire oui mais la famille, mais le ceci, ne sont jamais informés, qui ne sont jamais informés, qui vont vous dire ceci ou cela, mais qui ne vont jamais vous parler du fond du sujet ou parler de ce dont l'épisode discute. Quand m'y était face à cela aujourd'hui, je voulais faire un trou normand. Un trou normand. Le trou normand, voilà, ceux qui le connaissent, c'est lorsqu'on fait un repas très copieux. Il y a un trou normand où on marque une pause et on offre à ses convives un dessert très alcoolisé. En général, c'est une glace avec du rhum, quelque chose comme cela. Donc, c'est véritablement une manière de permettre à ses convives de digérer et d'avoir la place pour continuer le repas parce que le repas, il est très copieux. On a le temps de le faire. Donc on veut que ces convives puissent digérer et puissent continuer à manger. Tant bientôt de moi, parce que je suis bien consciente de vous avoir donné beaucoup d'informations durant le mois de mai et que j'ai continué ces 2 semaines de juin, je vais faire un trou normand. Et bientôt, le trou normand pour moi le plus délicieux, je peux pas vous offrir de l'alcool et un dessert, de la glace et de l'alcool avec du rhum. Je vais vous offrir de la littérature. De la littérature. C'est pour moi le meilleur des desserts. Parler littérature. Je le dis, je suis une écrivaine qui fait de temps à autre du droit. Je ne suis pas ce que Roland Barthes appelait des écrivains. Ceux pour qui écrire sert d'une fonction précise. Ils écrivent pour raconter une histoire dans un but précis. Ils sont des écrivains engagés. Et dis non, moi je suis une écrivaine embarquée. La littérature pour moi est un art et c'est mon art. Je suis très camusienne dans ma façon de voir la littérature. Je ne veux pas juste comme ça me regarder dans le miroir, me regarder écrire, mais je pense que l'écriture est une fin en elle-même. Et que, oui, il faut écrire de belles histoires, mais l'écriture, c'est l'écriture. Dans Mienté, je l'ai dit dans un épisode anglais dans lequel je disais, je décrivais l'écriture comme mon super pouvoir. Et je liais tout cela avec cette histoire. Et je disais que ça avait à voir avec mon handicap. Je l'ai dit dans 2 épisodes déjà, je pense. Le premier, c'est écrire Ultal. Et le deuxième, c'est Crystal Nadia Fotso, écrivaine embarquée. Euh, Ce que je pense, mais c'est mon explication. Que vaut-elle? Vous me direz. Je pense que l'écriture, pour moi, vient, surgit comme cela de apparemment nulle part, parce que je suis une enfant en situation de handicap dans un milieu euh, violent, dans une jungle, qui a beau être huppé, mais qui reste une jungle. Et
Je l'ai dit dans l'épisode la semaine dernière, mon handicap était supposé être ma destinée. Mon handicap était supposé être ma destinée. Donc, fille de Fotso Victor et d'une diplomate, que j'appelle ma génitrice parce qu'elle n'a jamais véritablement été une mère, à cause du handicap et d'autres choses dont je parlerai encore plus, je n'avais pas de chance de m'en sortir. Je n'avais pas de chance de m'en sortir et d'être autre chose comment dire, qu'une enfant qui est là. Celle qui va rester là, qui va garder la maison, qui va euh, s'occuper peut-être éventuellement de sa génitrice quand elle va vieillir, voilà, qui fera peut-être des enfants comme ça avec quelqu'un qui aura sans doute abusé d'elle ou qu'on aura donné ça gratuit en disant tu veux pas faire mieux donc il faut l'accepter, s'il te voit, s'il voit en toi quelque chose, quelqu'un de bien donc il faut l'accepter, il faut juste l'épouser, etc. Comme ce message de cette dame m'a écrit il y a je crois semaine je crois dans lequel je vous parlais dans l'épisode Zizi je ne veux pas. Donc, il y avait comme ça, à cause du handicap, des choses qui paraissaient comme des évidences pour tout le monde. Elles étaient peut-être tragiques, elles étaient peut-être injustes, mais c'était comme ça. On se disait, oh, bon, c'est pas de chance, hein. Elle est handicapée. Elle est en situation de handicap. On peut le déplorer, on peut se demander pourquoi, mais c'est comme ça. Je n'ai pas fou, donc il faut qu'elle accepte ça, donc c'est comme ça. Et je dis, je suis enfant, mais je ressens ça. Je suis enfant de Mianté, mais je ressens ça. Vous me direz, ceux qui travaillent avec des enfants, je ne peux pas mettre les bons mots dessus. Et je sens ça, je sens l'hostilité. Je sens même la haine parfois. Je sens euh, ces mauvais sentiments-là avec cette joie que beaucoup de gens, lorsqu'ils se rendent compte que je suis la fille de Fotso Victor, ont de voir que je suis handicapée, que ce handicap-là ne peut pas être guéri, qui peut pas être réglé, qui peut pas être réparé. Ils se disent ah, Foutu Victor, il pensait que son argent là, regardez, il peut pas réparer ça. Il a une fille comme ça. C'était considéré quelque manière comme Dieu remettait les pendules à l'heure et montrait à Foutu Victor et sans doute aussi à ma génitrice parce que dans sa famille il y avait beaucoup de haine comme ça que voilà, elle pensait, elle pensait qu'elle était qui? Elle était qui? Qu'elle avait épousé le grand Fotso Victor. Elle ne méritait même pas de l'épouser, voilà. Dieu l'a puni, les ancêtres en lui montrant que voilà, voilà son poids, voilà sa punition, voilà son fardeau. C'est aussi pour cela que euh, elle, voilà, elle a cette relation-là avec moi, qui a toujours été à sens unique. Il y a une rancœur là, qui est profonde, et qui n'a rien à voir avec moi, parce qu'au fond, euh, ma génitrice m'en veut d'être handicapée. Elle considère que en devenant handicapée à l'âge d'un mois, c'est un mal que je lui ai fait. Je suis son fardeau. Elle ne peut pas me voir autrement. C'est comme ça. Ça a aussi à voir avec son histoire qui n'est pas mon histoire, mais je suis un, voilà, peut-être un point de détail de son histoire, mais elle me voit comme ça. Je ne peux pas le changer. Donc, bien avec ce trou normand pour revenir à l'écriture. Donc, face à cela, ce poids-là, il faut être Hercule pour le porter. Donc, l'écriture vient comme ça, de nulle part. Parce que, enfant, je ne sais pas comment gérer ça. Je suis comme ça. Mon père n'est pas un père présent. C'est un père traditionnel. Il ne voit pas son rôle comme les pères modernes ou les pères, pour aller vite, occidentaux. Son rôle n'est pas d'être présent, d'être, voilà, de s'occuper du quotidien de l'enfant. C'est pas son rôle. Il considère que son rôle, à la traditionnelle, c'est d'être le provider, d'être celui qui finance, d'être celui qui gère cela. Il ne veut pas, il ne sait pas. Mais je veux dire, j'en ai déjà aussi parlé. Avec moi, il fait une exception parce qu'il se rend compte que j'ai pas de mère. Et il se rend compte que j'ai besoin de lui. Mon père, Photo Victor, il se rend compte que sa fille en situation de handicap a besoin de lui. Mais il ne se change pas. Quand je nais, mon père a presque 60 ans. Donc, la seule chose qu'il peut véritablement faire, déjà, un, c'est de montrer son amour. Et deux, financièrement, évidemment, d'essayer de faire tout ce qu'il peut faire pour être là. Mais son divorce avec ma génitrice rend les choses compliquées. Et donc moi, face à cela, je n'avais
que soit le désespoir, soit la littérature. La littérature vient comme ça. Elle apparaît de nulle part. Parce que j'ai ce besoin de me protéger de tout cela, de créer une bulle. De créer une bulle. Et les bulles, ce sont les mots. Les mots et les histoires que je commence à me raconter, les histoires que je commence à écrire qui me viennent de nulle part. Je l'ai dit dans l'épisode d'écrire Immortel. J'ai commencé à écrire des histoires avant véritablement d'avoir commencé à lire. Et parce que les mots dans mon histoire, dans cette situation-là, sont très très importants, ils peuvent être une arme. Le langage est une arme. Je deviens tout de suite, pas tout de suite, mais disons 13 ans, 12 ans, accro à la poésie. Bientôt, je deviens accro à la poésie. C'est la chose, c'est mon truc. Je commence par Baudelaire. Baudelaire, c'est un accident. C'est tout à voir avec, je crois que j'ai jamais dit, avec François Feldman, que j'écoutais pas mal à l'époque, quand on chante dans les années 80, avec son titre, quand il interprète le poème de Baudelaire, Le serpent qui danse. Donc j'écoute ça et je dis, aéroport CDG, Charles de Gaulle, aéroport, on revient de vacances et il y a Les Fleurs du Mal, livre de poche, et je l'achète. Et là, comme toujours, ma génétrésie, mais c'est un livre de terminal, mais qu'est-ce que tu vas pas le comprendre? Ça sert à quoi? Tu parles d'argent et puis tu pourras pas le comprendre. Parce que je suis comme ça, lorsqu'on me dit que je ne peux pas faire quelque chose, je l'achète et ça devient mon livre de chevet. Donc, au Cameroun, avant de partir, Baudelaire, par la suite Verlaine. Je n'ai jamais vraiment été fan de Rimbaud, mais pour moi, c'était Baudelaire et Verlaine. J'aimais bien cette expression-là, les poètes maudits. Ça me permettait, sans aucun doute miinté, de me dire que ce que je vivais servait à quelque chose. Ça permettait au moins d'écrire de la poésie, ça permettrait sans doute plus tard d'écrire des romans. Ça permettait de créer, d'écrire. Donc, poète maudit. Et puis surtout, ce mot-là de malédiction, il a un rôle central dans mon histoire. Je vous en parle dans l'épisode qui va suivre. La malédiction. C'est qui est maudit dans cette histoire? Pour tous les autres, c'est évident que la maudite, c'est moi. Surtout pour ma génitrice. Je suis une malédiction pour elle. Et cette expression poète maudit faisait que je ne pouvais véritablement qu'aller vers cela. Je ne pouvais qu'aimer Baudelaire. Je ne pouvais que comprendre Verlaine et le préférer à Rimbaud. Vu la vie qu'il a. La Belgique, hein, ce qui se passe avec lui et Rimbaud. Prison en Belgique. L'incident où il tire sur Rimbaud. Et ce poème qu'il écrit, le ciel est par-dessus le toit. Le ciel est par-dessus le toit. Donc c'était Mianté, ça, la poésie que je découvre au Cameroun. Et Mianté, lorsque je quitte le Cameroun et que je vais à New York, de Master School à Dobbs Ferry, New York, Upstate New York, euh, c'est là véritablement, peut-être parce que la première année est très violente, hein, la poésie à ce moment-là a une place capitale. Il me permet de m'exprimer, de dire des choses euh, qui alertent les adultes sur la violence et la sauvagerie du milieu dans lequel je viens. Vu ce que je raconte. Je raconte la souffrance d'une enfant battue, d'une enfant rejetée par son milieu, par sa génitrice et par les enfants de sa génitrice, par les autres. Je sens ça comme ça, Mienté. Si vous m'aviez demandé à cet âge-là, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Je n'aurais pas pu le dire. Donc j'avais besoin de l'écrire. J'avais besoin de l'écrire. Et Mienté, dans un épisode, cet épisode en anglais, Riding My Superpower, je disais que la seule chose que mon père
que Fausto Victor avait pensé que Sam Abtuet ne pouvait pas faire, c'était l'écriture. Parce que lui, avec tout le génie qu'il avait dans les affaires, il n'a jamais réussi à apprendre à écrire et à apprendre à lire. Il pouvait comme ça faire semblant. Mais même son nom, il ne pouvait pas l'écrire. Donc moi, juste avant de partir, avec mes mots d'adolescente, mais ils sont bien qu'il y a une profondeur derrière cela, je lui dis que je ne peux pas rester imaginatrice. Et je l'explique avec mes mots à moi. Et il comprend bien que ils sont vrais. Et il sent bien aussi que je ne me trompe pas sur mon diagnostic. Je n'ai pas les mots pour dire, voilà, ma génitrice me voit comme son fardeau. Mais faute de Victor, il sent bien que ce que je dis est vrai. Donc il me fait confiance. Il sait que ce que je dis, ce que je décris, sans toujours avoir les mots, sans même véritablement comprendre de quoi il est question, que c'est ça. Mais quand je lui dis que je vais écrire, que c'est ce que j'ai envie de faire, il me dit, mais non, il faut être réaliste. C'est la seule fois dans ma vie que mon père m'a dit, il faut être réaliste, quand je lui parlais d'écriture. Donc quand j'arrive à The Master School, c'est la première chose qu'on me reconnaît. C'est l'écriture. Et même en anglais, tout de suite, je commence à écrire bien en anglais quand j'arrive à The Master School. Parce que j'ai tellement de choses à dire. Et il y a cette histoire-là, encore une fois, Myrté, qui me poursuit. Où il y a beaucoup de choses qui sont hors de mon contrôle. Même mon destin, on a déjà choisi que parce que je suis handicapé, parce que je suis en situation de handicap, voilà le rôle que je ne peux que jouer là. Quoi que je fasse, ce sera comme ça. Disability is destiny. Mon handicap est considéré comme étant mon destin. Pour ma génitrice, c'est ça. Ça lui semble même un affront que Fausto Victor choisisse cet enfant-là pour aller aux États-Unis. Elle aurait préféré que ce soit quelqu'un de, mais elle se dit, bon, il le fait aussi pour ça, quoi. Et plus tard, Miaté, c'est 2018, où elle me dira, mais de toutes les manières, ton père, quand il le fait, c'était pour réparer quelque chose, c'était pour réparer le mal que lui m'avait fait. Donc j'écris aussi Miaté pour cela, parce qu'il y a tellement de choses hors de mon contrôle que j'ai besoin véritablement d'avoir un univers à moi. D'avoir un univers à moi. Et la poésie, Miaté, j'y vais. À l'époque, c'est surtout ce que j'écris. À The Master School, c'est ça. Je passais même le temps, Miaté, durant le moment de pause. On devait aller manger à la cafétéria. J'écrivais des poèmes sur les tables de toutes les classes. Et on trouvait ça, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là? Et en dépit de leur incompréhension, ce qu'ils disent à ma génitrice, c'est qu'elle a beaucoup de talent. À la fin de l'année, il y a ce professeur d'espagnol qui est là. Elle est là pour un an. Et comprenant parce que ça parlait beaucoup. C'était un petit univers comme ça. On parlait beaucoup. Cet enfant noir là, cette africaine là, handicapée comme ça, qui est compliquée, qui est difficile, tous les stéréotypes possibles, mais qui écrit, voilà, qui écrit de la poésie. Mais c'est incroyable, mais c'est quoi? C'est bizarre. La seule rédemption, c'était l'argent de mon père. I could afford to be there. Je pouvais me permettre voilà, je pouvais payer pour j'avais payé pour être là. Donc c'était un peu une chose qui devait supporter. C'était bizarre, mais bon, très peu de gens pouvaient venir là sans aide financière. Et à la fin, Miaté, ce prof, qui n'était pas mon prof, elle était juste très jeune. J'avais 15 ans. Elle devait avoir 24 ans, très très jeune. Donc, mais je la voyais, et pour moi, c'était, voilà, voilà. Quand on est jeune, les gens qui ont 24 ans ou paraissent comme des vieux, quoi. Et elle m'offre, Miaté, euh, lorsqu'on se sépare en juin, ce moment-ci, euh, les vers du capitaine de Pablo Neruda. Je n'ai pas cette version-ci que j'ai, Miaté, cette version-ci que j'ai, c'est pas la version qu'elle m'a offert. Je n'ai pas. Ça, je ne l'ai pas, je ne l'ai plus. Mais elle m'offre les vers du capitaine de Pablo Neruda. Et c'est comme ça que je m'ouvre à plus de choses. Déjà, je quitte Gamonde avec Baudelaire et Verlaine. Et donc, cette professeure-là, elle change ma vie en me donnant les vers du capitaine de Pablo Neruda, Miaté, de Pablo Neruda. Et là, oui, le Chili,
la poésie latine. Ah oui, il n'y a rien de mieux que la poésie latine, hein. La poésie française, évidemment. La poésie espagnole, c'est le sommet. Pour moi, la poésie en anglais, c'est pas de la poésie. Je dis pas que c'est pas de l'écriture, je dis pas que c'est pas de la littérature, je dis pas que c'est pas de l'art. Je dis juste, pour moi, c'est pas de la poésie. Non, mais ça, c'est le parti pris d'une femme qui dit très bien dans son mantra, je pense comme une américaine, j'aime comme une latine. L'amour, la poésie, et je me bats comme une camerounaise. Donc le dur, le machin, le violon, moi, est très camerounais. Très camerounais. Ton mien, et voilà, les mots, les mots. Dans mon histoire, les mots, le langage est très très important, les mots. Le langage, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Ces mots-là, malédiction, handicap, héritage, succession, tradition, sorcellerie, mysticisme, larmes, lumbolet, tous ces mots-là, ils ont un plus. Et dans ce trou normand mienté, après l'épisode d'hier pour la fête des pères où j'ai parlé de la succession, c'est que j'essaye de vous dire, c'est que je suis une femme de couleur en situation de handicap dont le premier amour est la littérature, l'écriture, la littérature, les mots. C'est eux qui me permettent, mienté, de faire ce podcast. Il faut avoir le truc pour raconter une histoire aussi lourde que celle-ci. Si on n'a pas un peu de technique et beaucoup de fond, on n'y arrive pas. On est écrasé par ce qu'on vous raconte. Pablo Neruda, 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. Chanson désespérée. Il parle du désespoir, de l'amour, mieux que personne, de ce qu'on ressent quand on est dépassé par ce qui nous arrive, par ce qu'on subit. Ça peut être l'amour, ça peut être autre chose. Donc, dans tous ces épisodes mientés, qui sont parfois comme ça très lourds ou trop longs, on va trouver la bonne formule. Mes mots sont une manière de ne pas être écrasé par ma propre histoire. Je mets la littérature là comme ça, j'exprime cela. Et autant que possible, je résiste à cette hystérie-là, des gens qui vont parler de tout, sauf de ces mots-là, pour ne pas avoir à me répondre, pour ne pas avoir à écouter ce qui est dit. Alfred de Musset, je quitte le Cameroun aussi avec Alfred de Musset. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. Ça, c'était un de mes vers préférés. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. Donc quand on vous parle de mes larmes, du bolet, comme si pleurer c'était la chose la plus grossière possible. Le mal absolu, quoi, de pleurer. Et de dire non. Face à cela, face à toutes ces tentatives, depuis que je suis né, depuis meilleur mois, puisque je deviens handicapé à l'âge d'un mois, j'ai mis des mots dont le plus important a toujours été N-O-N. Non. Pour ne pas avoir accepté cela. La poésie, mienté, permet de résister. Et lorsqu'on choisit les mots, la poésie, en lisant Neruda, Éluard, Breton, Octavio Paz, Hugo. Je quitte le Cameroun aussi avec Hugo, mais un peu moins. On comprend l'importance d'écrire, de parler, et de ne pas laisser les autres s'approprier de votre histoire. Je terminerai avec ça, mientir, vous priant. Si vous tombez sur cet épisode et que vous êtes curieux de regarder les autres épisodes, ce que je suis en train de faire, du moment où je parle avec la force, avec une subtilité qui me paraît que subtile. On parle ici d'une histoire qu'on a africanisée pour qu'elle n'intéresse pas ceux d'entre vous qui ne sont pas africains ou qui ne peuvent pas comprendre ou qui, comme ça,
utiliseront tous les prétextes pour ne pas écouter ce que je dis, la coiffure, les dents, tout ce qui est possible. C'est très simple. Le refus de laisser les autres faire de mon histoire ce qu'ils veulent. Mon histoire est mon trésor. Et je la raconte. Je la raconte. Et ça me prendra le temps, l'effort qu'il faudra. Mais elle finira par être connue. Ceux qui ont pensé que je n'aurais jamais les mots pour la raconter, qui ont pensé que je n'étais que l'enfant noir, qui ont pensé que je n'étais qu'une femme de couleur, en situation de handicap, qui se dirait juste ouh, je suis chanceuse de ne pas être quelque part au Cameroun ou à Banjul, on pourrait, voilà, et que je me contenterai de ça et que je passerai à autre chose, notre vie. J'aurai la vie que eux ils pensent que je dois avoir. Non, mienté, non. L'écriture, c'est cela. Déjà, prendre sa plume ou maintenant son clavier. Penser son histoire, on n'écrit pas sans réfléchir. On n'écrit pas sans réfléchir. Oser, mienté, parler le soir, dire je. Et oser, mienté, mettre les mots qu'il faut sur cela. Handicap, génitrice, scandale d'État international, vous montre que tout ceci n'est pas une lubie. Non, non. Il y a des points de vue contestables. Il faut qu'ils soient contestés sans qu'on fasse comme ça du fou, 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 du bruit, hystérie, pour adresser ce que je dis. Donc, trou normand miaté, où on fait ce qu'on appelle maintenant dans tous les shows, dans tous les, voilà, dans tous les médias américains, de recap, en vous disant, oui, l'histoire, elle est lourde, elle est complexe, mais en même temps, elle est très simple. C'est l'histoire d'une enfant noire, africaine, en situation de handicap, née dans une jungle huppée, mais particulièrement sauvage, qui a refusé que le handicap soit son destin et qui a refusé de laisser les autres s'approprier de son histoire, comme ils essayent de s'approprier de son héritage et comme ils en sont appropriés de l'héritage de Fotso Victor, et qui dit cette histoire va finir par être connue. Ce scandale d'État international va finir par bim, et on ne pourra plus ne pas me lire, ne pas m'entendre et ne pas faire attention aux mots que j'utilise, qui sont réfléchis. Ignaté. On se retrouve demain pour l'épisode in English. Je vous demande, comme toujours, Miaté, de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager les épisodes. Voilà. Vous pouvez m'écrire. L'adresse mail est dans la description de ce podcast. Commentez. Les questions sont les bienvenues. Et, comme toujours, ensemble, on reste.